Pourrions-nous imaginer un instant un scénario tout à fait réaliste d'entretien d'embauche dans un futur proche? Le candidat s'assoit en face du recruteur. Au lieu de réciter son parcours, le manager lui présente un écran doté d'une intelligence artificielle. Sa mission est de poser 3 questions clés au système. Celui-ci évalue exclusivement la profondeur, la précision et la créativité de ces questions. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est la conséquence de l'évolution de notre apprentissage. Dans cette analyse, nous avons une mission ambitieuse. Nous analysons une vague de changements soutenue par un investissement de 20 milliards de dollars qui efface l'image désuète de l'apprentissage. Nous avons parcouru un long chemin, passant d'une éducation vue comme le téléchargement d'un fichier zip de faits à la création d'un réseau vivant de compréhension. Analysons tout cela. Nous nous appuyons sur des études pédagogiques, des données de pays précurseurs et des recherches du Centre de robotique et d'intelligence artificielle, le Centre CREE de Belgrade. Le mécanisme du changement est crucial. Apprendre n'est plus l'acte de rester assis passivement dans une salle où quelqu'un dicte simplement le cours. La technologie change tout. L'IA fonctionne comme un digitron intelligent. Elle modifie l'architecture même du savoir humain et devient notre coéquipier actif, s'adaptant à chaque individu. La classe traditionnelle a fonctionné pendant des décennies comme un système bureaucratique de transmission d'informations. Il y a un plan, le professeur transmet, l'élève prend des notes. Le problème est qu'un simple navigateur Internet fournit ces faits bruts 1 million de fois plus vite et mieux aujourd'hui. Alors, comment la technologie doit-elle assumer ce rôle? C'est l'essence même de la classe inversée. La Chine, la Corée du Sud et la Finlande l'appliquent déjà systématiquement. Au lieu que l'élève découvre la théorie pour la première fois à l'école, cela se passe à la maison. Apprendre à la maison ne se fait pas en lisant un texte aride, mais par l'interaction avec un système comme Canmigo, qui compte plus de 700 000 utilisateurs. C'est du mentorat personnalisé. Le système suit l'endroit où l'élève a bloqué et ce qu'il ne comprend pas. La plateforme finlandaise VIL scanne littéralement la compréhension en 1 seconde. Quand un élève arrive à l'école, il ne perd pas de temps sur les bases. Le temps est utilisé pour résoudre des problèmes complexes, pour des débats, des expériences et du travail d'équipe. Si l'IA gère le mentorat et note les devoirs, où reste le facteur humain? On craint que les enseignants ne deviennent que de simples gardiens. C'est fascinant de voir comment Singapour a répondu à cette crainte. Leur approche explique pourquoi cette inquiétude est totalement infondée. L'objectif est de valoriser les enseignants. Imaginez un professeur qui enseigne à 150 élèves. Il passe des heures à corriger des tests identiques et à remplir des formulaires. L'IA prend en charge ce fardeau analytique. À ce moment-là, un changement incroyable se produit. L'enseignant récupère le temps dévoré par la paperasse et l'attention se porte sur l'essentiel, l'empathie. Le système peut signaler: cet élève a réussi l'exercice, mais a montré des signes de frustration et a mis 3 fois plus de temps. L'enseignant s'approche alors. L'enseignant ne vient pas expliquer la formule que l'algorithme a déjà résolue, mais pour lever le blocage émotionnel ou reconnaître le talent que la machine ne peut percevoir. Comment l'algorithme communique-t-il avec quelqu'un qui est bloqué? C'est là que l'enseignement heuristique entre en jeu avec l'aide de l'algorithme socratique. Cela semble abstrait, mais c'est brillant. Cette approche consiste à guider vers la découverte. Au lieu de dire « c'est un fait », le système est programmé pour agir comme s'il était ignorant ou curieux. Il est interdit de fournir une réponse. Le système imite la méthode socratique. Il guide l'élève à partir de l'expérience quotidienne et retire peu à peu les couches jusqu'à ce qu'il formule un concept abstrait. Prenons un exemple de physique de 5e. La leçon sur les frottements. Traditionnellement, l'enseignant dicterait la définition. Ici, l'élève commence par pousser le livre sur la table. Un avatar d'IA apparaît.
Il ne dit pas « c'est le frottement », mais demande « à ton avis, pourquoi le livre n'a-t-il pas glissé indéfiniment ?» Cela incite l'élève à réfléchir par lui-même. L'élève pourrait dire « parce qu'il est lourd », et l'algorithme demande ce qui se passerait si on le poussait sur de la glace. Le mot « frottement » n'est pas mentionné avant que l'élève ne le découvre par lui-même. C'est ce qu'on appelle la friction cognitive. Cette frustration est en fait la clé. Les sciences cognitives disent que le cerveau ne mémorise durablement que lorsqu'il fait un effort sérieux pour surmonter un obstacle, quand les rouages s'activent. Mais comment cela fonctionne-t-il dans une classe de 30 élèves? Est-ce une recette pour l'anarchie? Comment un seul enseignant gère-t-il 30 dialogues socratiques parallèles sans perdre la tête? Le système ne repose pas sur le chaos, mais sur une structure stricte en 5 étapes. La première phase est la motivation, comme le fait de pousser un livre. La deuxième phase est celle des questions guidées. Dans la deuxième phase, l'avatar d'IA est un facilitateur pour chaque élève individuellement. C'est un matériel technologique qui permet à la pédagogie de s'étendre à toute la classe simultanément. Dans la troisième phase, l'enseignant en direct revient sur le devant de la scène. Il reçoit un retour du système indiquant que la plupart ont abouti à une conclusion, puis il formalise la définition. L'enseignant fournit le cadre final. La technologie gère les problèmes de microgestion, mais c'est l'enseignant qui dirige tout l'orchestre. L'apprentissage devient dynamique. Les 4 murs classiques deviennent trop étroits. En Amérique, la moitié des étudiants suivent au moins un cours en ligne et l'éducation intelligente chinoise compte 13 millions d'utilisateurs. C'est une phase hybride. La transition vers le niveau suivant est l'immersion, une immersion totale dans le contenu. Apprendre l'histoire ne se résume plus à lire des textes et à regarder des cartes. Avec la réalité virtuelle, vous entrez dans Rome. L'élève peut évaluer visuellement la hauteur du Colisée, entendre le murmure des marchands à gauche et le bruit des chars à droite. Cela devient un souvenir autobiographique, pas une leçon ennuyeuse. Le centre Crai va plus loin avec des classes intelligentes. Ils introduisent des hearables, des capteurs auditifs miniatures qui surveillent la concentration de l'apprenant en temps réel. Si le système détecte une surcharge cognitive ou une baisse d'attention, il ralentit automatiquement le rythme de la leçon ou change de tâche. Mais où se trouve la limite éthique? Où s'arrête l'adaptation utile et où commence la surveillance? Entrons-nous dans le territoire d'une perte totale de vie privée où chaque clignement de l'apprenant est mesuré? Le scepticisme est essentiel. La mise en œuvre de ces technologies doit respecter des normes rigoureuses comme celles prescrites par l'UNESCO. L'essence est une approche centrée sur l'humain. Les capteurs ne sont pas utilisés pour l'évaluation ou la punition en cas de baisse d'attention. Leur but est de collecter des métadonnées anonymisées sur le matériel pédagogique lui-même. Si 50% de la classe perd sa concentration à la 13e minute, cela signifie que la leçon doit être repensée, pas que les élèves sont mauvais. Le système doit servir la compréhension. Si le processus d'apprentissage est devenu si subtil, comment continuer à utiliser le système de notation préhistorique de 1 à 5? Cela n'a aucun sens. Singapour a pris une mesure qui a eu un grand écho. Ils ont systématiquement aboli les examens de mi-parcours. La raison n'est pas seulement de réduire le stress, mais aussi la nature de l'examen lui-même. L'examen traditionnel représente une autopsie du savoir. Il vous dit seulement ce qui a été manqué, mais il est alors déjà absolument trop tard pour changer quoi que ce soit au processus. Au lieu de réaliser à la fin du voyage que vous êtes arrivé dans une ville totalement différente, on passe désormais à l'évaluation formative, qui en pratique fonctionne littéralement comme un système GPS pour l'apprentissage. Il vous dit en temps réel « Et vous vous êtes écarté du chemin », corrigeons la trajectoire maintenant. L'évaluation traditionnelle est comme une seule photographie d'une plante le dernier jour de l'année.
La nouvelle approche ressemble à une vidéo en accéléré, un enregistrement rapide de toute la croissance. Nous ne regardons pas les notes moyennes à la fin, mais plutôt la carte dynamique des compétences acquises. Cela touche à l'essence même du relevé de compétences. Regardons un exemple avec des plantes. Des élèves de primaire examinent les conditions de vie des plantes. Les groupes changent une variable. Obscurité, manque d'eau, type de sol. Le but n'est pas la photosynthèse, mais la réflexion. L'enseignant ne vérifie pas si les plantes ont survécu. Il surveille comment les élèves expliquent les changements via des portfolios numériques. La profondeur de cette articulation est mesurée. L'élève est reconnu pour la façon dont il défend son hypothèse, pas seulement pour la bonne réponse. La capacité à rassembler des preuves est évaluée. Mais il y a aussi des côtés sombres. Qu'allons-nous faire concernant la simulation d'apprentissage? Un algorithme peut rédiger un mémoire impeccable en 5 secondes. C'est de la malhonnêteté académique à un niveau inimaginable. Il y a aussi le biais algorithmique. Si le système est entraîné sur des données spécifiques, il peut totalement mal juger un élève qui ne correspond pas à ce modèle. L'enquête Thalys 2024 indique que 61% des enseignants admettent ouvertement manquer de compétences pour ces technologies. 43% citent l'infrastructure comme un énorme problème. La technologie avance à la vitesse de la lumière alors que nous réparons encore le toit de l'école. Il y a un fossé énorme. Y a-t-il une solution? La trinité stratégique du futur. Le premier élément de la trinité est un programme flexible. Ce ne devrait plus être un emploi du temps rigide, mais plutôt une feuille de route des résultats, ce que nous voulons vraiment accomplir. Le deuxième élément est un enseignant responsabilisé. Pas celui qui interdit les téléphones, mais celui qui devient l'architecte principal du processus d'apprentissage lui-même. Il construit cet espace. Le troisième élément est l'application responsable de l'IA avec une conscience des biais. La technologie est neutre, c'est juste un outil. Comme un marteau, tout dépend de qui le tient. Un marteau n'a pas de morale. On peut s'en servir pour bâtir un toit, ou bien pour briser une vitre. C'est pourquoi former les enseignants est absolument crucial. Le Centre CREI s'en occupe. Le Centre de robotique et d'intelligence artificielle de Belgrade a déjà formé plus de 1000 professionnels de l'éducation. Ils leur apprennent à naviguer pédagogiquement dans ce nouvel écosystème et à en déceler les pièges. Au final, tout repose à nouveau sur l'humain. Mais cela m'inquiète. Si le système résout des équations ou rédige des essais plus vite, comment éviter le scénario de la tête vide? La technologie doit servir à libérer l'homme et non à le remplacer. Si un élève utilise l'IA juste pour finir ses devoirs plus vite, la technologie nous a vaincus. Mais s'il s'en sert comme partenaire de débat, lui offrant des contre-arguments affûtés et le forçant à revoir sa logique, alors la pensée humaine s'en trouve enrichie. Elle s'approfondit. Dans un monde où les données sont instantanément accessibles, l'enseignant reste la boussole morale incontestée. Sa mission n'est pas d'enseigner ce qui est vrai, mais ce qui est juste. Il s'agit d'apprendre aux enfants à trier cet océan d'informations, à questionner leur lecture et à relier toutes ces données en un tout cohérent. La technologie est un miroir. L'intelligence artificielle n'est qu'un immense miroir technologique de nos propres intentions. Si nous voulons des raccourcis, elle nous en donnera. Si nous voulons comprendre, elle nous donnera des outils. Nous vivons dans un monde où les réponses sont la denrée la moins chère qui soit. Elles sont à portée de main en un simple clic. Cela change la monnaie de nos échanges intellectuels. La vraie compétence de demain n'est plus de mémoriser des réponses, mais exclusivement la capacité à formuler la bonne question. Quel genre d'humain voulons-nous créer en symbiose avec l'IA? Cela va remodeler absolument chaque aspect de notre vie et de notre travail. Le manager de l'histoire ne cherchera plus une encyclopédie vivante, mais une personne curieuse. Ils observeront la réaction.
On observera avec quelle profondeur une personne peut disséquer un problème jusqu'à la racine en collaborant avec l'IA comme un vrai collègue plutôt que comme une simple recherche Internet. La collaboration est la clé. Nous encourageons chacun à voir son apprentissage à travers ce prisme. Ne voyez plus jamais le savoir comme un entrepôt statique, mais exclusivement comme un réseau vivant qui respire. Elle doit constamment s'adapter et surtout se remettre en question. Voilà pour cette recherche approfondie. Merci pour votre temps. À la prochaine analyse.